Gorgui, Cheikhouna, Sokhna Eli, Dibor, Dikel, Christophe, ils sont partout dans le pays, ils nous regardent à travers la télévision Futur Média. Chers petits, ils sont là de plus de 2 semaines, ils nous accompagnent. Docteur Massamba, les temps sont durs. Le temps semble aussi interminable, il y a beaucoup de pression, il y a beaucoup d'angoisse, mais heureusement, ils sont là, les chers apprenants, ils sont là, les enseignants, mais aussi la télévision Futur Média est là pour vous accompagner dans ces moments de stress, dans ces moments de difficulté, coronavirus oblige. Mais oui, bonjour à celles et ceux qui nous écoutent, les enfants, bonjour, j'espère que vous êtes très sages. Et bon, agitez-vous un peu, mais pas trop, et j'espère que vous avez du plaisir à nous suivre. Les parents, j'espère aussi que les retours que nous avons de vous continueront. Nous ne sommes là que pour vous, exclusivement pour vous, les parents et les enfants. Astou, vous avez parfaitement raison, en cette période de réclusion où chacun doit rester chez lui, protéger les enfants, nous protéger. Nous sommes tous de potentielles victimes de cette grippe qui ne dit pas son nom et qui s'appelle pire qu'une grippe, coronavirus ou Covid-19. Et je voudrais quand même lancer un défi à nos enfants. Pour la prochaine émission, dites-nous ce que signifie Covid-19. Et comment l'éviter. N'allez pas dans les lieux de rassemblement, n'allez pas dans les terrains de football, ne sortez pas pour faire des groupes pour provoquer la police. La police ne se provoque pas, la police se respecte. C'est le message d'aujourd'hui. Respectez la police, respectez les forces de l'ordre. Parce que quand vous aurez des problèmes, c'est vers eux que vous irez. Le couvre-feu n'est pas un jeu. Le couvre-feu, c'est une situation grave de laquelle nous devons sortir très rapidement. C'est le message que j'avais aujourd'hui, tout en remerciant les collègues de leur disponibilité qui viennent gratuitement faire ces cours. Merci beaucoup, merci docteur Massamba. En tout cas, merci à tous ces enfants qui nous regardent, à tous ces apprenants qui restent à la maison, qui prennent aussi le temps de réviser les cours et qui sont tout le temps avec la télévision Futur Média dans la salle des professeurs. La salle des professeurs, ce pont entre les enseignants et les apprenants, peut-être le temps du confinement, que peut-être nous prions, nous souhaitons faire peut-être la dernière semaine, que cette semaine soit la dernière, peut-être ce temps de confinement. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour votre attention, mais aussi votre présence, votre générosité. Et quand on parle de générosité, naturellement, on pense au corps médical, mais aussi à tous ces enseignants qui ont accepté d'accompagner la télévision Futur Média. Et parmi eux, inspecteur Damsek, inspecteur qui est avec nous depuis le début de cette émission. Inspecteur, encore merci beaucoup. Merci beaucoup, Assoumane. Merci beaucoup, docteur Massamba, pour cette très belle émission. On ne le dira jamais assez. Et bonjour, chers enfants. Je suis là, je suis votre représentant. Et je l'assume. Et salut aussi tous les collègues inspecteurs, notamment à la promotion 2017, et la directrice de l'enseignement élémentaire, Madame Cissé. Ma sœur. Voilà. Elle, c'est vraiment ma sœur. Elle est très ambitieuse. Voilà. Je pense qu'avec le ministre et les autres directeurs, ils sont en train de mettre en place des stratégies, de nouvelles procédures pour que le nouveau curriculum soit efficacement appliqué. Très juste. Donc, je n'en dirai pas plus. Voilà, semaine. Bonjour à tout le monde. Merci beaucoup, inspecteur Damsek. Vous l'avez dit tantôt, vous représentez les élèves, les enfants, les tout petits. Alors, chers petits, sachez que vous êtes très bien représentés sur ce plateau de la télévision Futur Média, la salle des professeurs. Et aujourd'hui encore, nous aurons dans la salle des professeurs un peu de portugais. Bon dia, docteur Massamba. Avec docteur Badji. Oui, bon dia. Voilà, nous aurons tout à l'heure professeur Badji qui va nous faire quelques cours en portugais, je pensais bien ça. Et aussi, docteur Massamba, aujourd'hui nous ferons la part belle à la formation professionnelle. Mais oui, le ministère de l'Emploi en charge de la formation professionnelle a déployé d'énormes efforts pour que les professeurs de son département soient à nos dispositions. Et les collègues aussi spontanément se sont présentés et aujourd'hui nous allons faire quelque chose d'exceptionnel. Nous allons ouvrir cette salle des professeurs non pas à 2 mais à 3 collègues pour dire merci aussi au ministère en charge de la formation professionnelle et dire merci à l'ensemble des proviseurs, particulièrement le proviseur de l'Imamoulaye qui déploie d'énormes efforts et qui nous envoie des professeurs avec notification écrite. Merci beaucoup. Merci, docteur Massamba. Donc, vous avez compris, il y aura inspecteur sec pour les élèves qui sont à l'école primaire, mais aussi nous aurons un peu de portugais, un peu d'économie, mais aussi de la mécanique générale. Restez avec nous, chers apprenants. C'est parti pour presque 90 minutes d'émission. Comme toujours, pour démarrer, inspecteur Damsek. On va démarrer avec les calculs. Et tout de suite, vous aurez avec la régie sur la résolution de problèmes, parce que les gens ont vraiment insisté. C'est pour montrer que nous sommes là pour les enfants.
ce qui a fait que nous sommes revenus, parce que tout simplement, beaucoup d'enfants, notamment des instituteurs, nous ont appelés de Bakel à Kounkané, de Moudéri à Gambi Diaobé, pour nous dire qu'il faudrait revenir sur ça. Donc voilà, vous allez regarder le problème qu'il y a au tableau. Et la consigne aujourd'hui, c'est quoi? Je vais vous donner pour chaque résolution de problème 3 solutions possibles. Et ce sera à vous de voir quelle est la véracité de la solution. Quelle est la solution la plus juste par rapport à la règle ou par rapport à la compréhension que vous en avez. La distance Conakry-Abidjan est de 1150 km. Un avion relie ces deux villes à la vitesse moyenne de 750 km à l'heure. Quel temps lui faut-il pour faire le voyage aller-retour s'il fait une escale de 75 minutes? Et voilà les solutions proposées ou les opérations proposées. 1150 km divisé par 750. 2. 1150 fois 2 divisé par 750. Et 3. 1150 moins 75 divisé par 750. Conseil. Parmi ces opérations, quelle est celle qui permet de résoudre le problème? Justifiez votre réponse. Je relis. La distance Conakry-Abidjan est de 1150 km. Un avion relie ces deux villes à la vitesse moyenne de 750 km à l'heure. Quel temps lui faut-il pour faire le voyage aller-retour s'il fait une escale de 75 minutes? Attention, on va vous aider un peu. Rappelez-vous les cours passés. Il faut d'abord lire, nous l'avons déjà fait. Ensuite, il faut identifier les données. Et dans les données, vous aviez le plus essentiel dans la résolution du problème, les données utiles et les données inutiles. Mais ici, surtout, vous aurez affaire aux informations ou aux données non numériques. Il y a ici des données non numériques. Si vous ne faites pas attention, vous pourrez vous dépêcher pour dire que c'est celle-ci, c'est celle-là, ou bien c'est cette opération-ci. On vous demande la durée du voyage. Donc le temps renvoie à durée. Quel temps lui faut-il pour faire le voyage? D'accord? Donc durée du voyage et non pas durée du vol. Et pour faire le voyage aller-retour, s'il fait une escale de 75 minutes. D'accord? Donc, dans ces 3 opérations, quand on se limite ici, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Je vais laisser comme ça le temps d'aller au deuxième problème pour revenir maintenant vous donner la solution. Là, pourquoi c'est juste, pourquoi c'est faux? Et ici, pourquoi dites-vous que c'est cette opération-là qui permet de régler le problème? Et vous justifiez la réponse. Et j'insiste sur la justification, c'est ce qui me permettra de savoir si vous avez compris, oui ou non. On va passer au deuxième. Et ce sera la même chose. La base d'un triangle mesure 168 mètres. Sa hauteur mesure la moitié de sa base, trouvez sa surface ou trouve sa surface. Et je vous donne 3 solutions possibles. 138 divisé par 2 fois 138 sur 2. 138 fois 2 fois 138 sur 2. Ou bien 138 divisé par 2 plus 138 sur 2. Consigne. Parmi ces opérations, quelle est celle qui permet de résoudre le problème? Quelle est la règle? Est-ce que c'est base fois hauteur sur 2? Est-ce que c'est hauteur plus base divisé par 2? À partir de la règle, vous pourrez ici savoir quelle est l'opération juste pour résoudre un problème pareil. La base d'un triangle mesure 168 mètres. Sa hauteur mesure la moitié de sa base. Moitié renvoie à une information non numérique, effectivement. Donc, il faudrait, à partir de la base, on vous dit que la hauteur est la moitié de la base, et la seule information que vous avez ici qui est numérique, c'est 68 mètres. Mais 168 renvoie à quoi? À la base du triangle. Et dans l'énoncé, on vous dit que la hauteur mesure la moitié de la base. Donc, regardez ici et dites quelle est l'opération
qui traduit le mieux l'énoncé qui est ici et justifiez-moi la réponse. C'est important. Je tiens à la justification. On va y revenir tout de suite après qu'on aura en fait attaqué la production de texte. Maintenant, nous allons, à partir du tableau, parce que beaucoup d'enseignants l'ont demandé, on va leur donner 3 minutes pour qu'ils sachent en fait comment entrer dans la production d'écrit. Parce que autant adultes que élèves, mais surtout pour les élèves, pour pouvoir produire un texte, il faut un exemplaire de texte du même type. Parce qu'aujourd'hui, même vous autres instituteurs, quand vous voulez faire le probatoire, vous allez voir comment on fait l'étude du texte pour pouvoir produire un texte similaire quand vous serez dans la salle d'examen. À plus forte raison, les élèves. Donc, ce qu'il faut faire dans un premier temps, et ça c'est pour les jeunes instituteurs, je ne m'adresse pas aux doyens, je n'ai même pas la prétention d'enseigner ça aux doyens. C'est juste une séance de formation. Choix d'un projet d'écriture, besoin, ça peut être un besoin, le projet d'écriture, ça peut être un projet, etc. En accord avec les programmes. Inventaire des textes correspondant au projet d'écriture. Ça peut être donc un projet argumentatif, ça peut être un texte narratif, ça peut être un texte explicatif, etc. D'accord? Choix du texte le mieux adapté au projet d'écriture. D'accord? Quand je suis dans un texte argumentatif que je veux produire, il faudrait un texte argumentatif qui répond le plus à ça. Et à partir de ce moment, vous choisissez le sujet d'expression écrite. Choix des textes supports, il faut nécessairement un texte support sur lequel se baser et étudier avec l'enfant les caractéristiques de ce texte support jusqu'à ce qu'il maîtrise le texte. Il y a les connaissances nécessaires à l'étude du texte support et à la rédaction du texte choisi. Il faut nécessairement des prérequis en vocabulaire, en grammaire, en conjugué. C'est-à-dire, quand vous êtes dans le projet d'écriture, ce que vous allez apprendre en vocabulaire, en grammaire, en conjugué, etc., se justifie par rapport au texte qui est le projet d'écrit. Et là, on est sur la même ligne, c'est la même chose. Donc, vous êtes ici, on peut ici appeler B et là B1. Travail sur les prérequis. Et les prérequis se trouvent dans les disciplines outils. Et là, vous avez étude du texte support à l'aide d'une grille d'analyse, nous y reviendrons. Dans cette grille d'analyse, il ne faut pas confondre maintenant la grille d'analyse que vous avez comme instituteur et la grille d'analyse que l'enfant aura pour savoir est-ce qu'il a bien fait son texte ou pas. Donc, vous, votre grille est beaucoup plus élaborée par rapport au niveau taxonomique. Vous aurez par exemple forme, illustration, est-ce que dans ce texte il y a un dessin, est-ce qu'il y a un croquis, quelle est la forme, quels sont les types de phrases, est-ce qu'il y a des phrases déclaratives, des phrases négatives sur la forme, etc. Et là, vous êtes dans l'étude du texte support à l'aide d'une grille d'analyse, découverte des caractéristiques du texte support, élaboration d'une fiche de critères de réussite en vue de la production d'un texte du même type. C'est important. On ne peut pas enseigner sur un texte narratif et demander à l'enfant de produire un texte descriptif. D'accord? Et sur ça, sur la grille d'auto-évaluation, nous sommes au cœur de l'évaluation formative. Et en D, travail sur les connaissances indispensables à la production finale du texte. Grammaire, vocabulaire, emploi du temps, c'est-à-dire les temps employés dans le texte, les mots liens, etc. Élaboration de banques de mots. Et ça, c'est un référentiel. Il faudrait aussi à côté que l'élève ait un référentiel où il pourra piocher de temps à autre pour pouvoir faire son texte. Je pense aussi qu'il faut préciser que c'est suite aux productions adressées aux élèves que certains enseignants nous ont demandé de leur proposer cette grille-là dans une parenthèse. Mais que, voilà, on retourne là maintenant à nos élèves de CM2, mais nous répondions juste à un besoin exprimé par certains de nos collègues instituteurs qui voulaient qu'on leur facilite aussi l'accès à ces outils-là, parce qu'après, nous allons leur remettre leurs enfants aussi. Très juste. Donc, chers enfants, il y a chez Astumben où on a dit que nous avons effacé trop vite. Donc, on va essayer, c'est sûrement valable pour les autres. La bicyclette est un instrument de transport idéal pour la ville. La bicyclette.
Il ne faut pas faire comme Moussa Diaw, à qui on avait dicté la bicyclette. Il demande au professeur Massamba qui était à côté, mais bon, bicyclette, I ou Y? Moi, j'ai le même problème. D'ailleurs, j'ai écrit vélo. Le mettre là, il est trop compliqué. Le I, il arrive. Voilà, donc c'est le I avant le Y. La bicyclette est un instrument de transport idéal pour la ville. En effet, ne permet-elle pas de se glisser partout? Là, le cycliste se faufile entre les voitures, échappe aux embouteillages et malgré sa modeste vitesse, l'emporte sur l'automobiliste pour de petits parcours urbains. En outre, elle se gare sans difficulté. Un couloir, un réduit, un mur contre lequel s'appuyer et c'est assez. Enfin, elle n'exige aucun carburant et son prix d'achat est relativement modique. Quelle économie! Donc, je vais, avec vous, chers enfants, vous montrer comment ce texte est construit. Et après cela, on va vous donner, en guise de consolidation, un autre texte parlant de l'arachide, en se basant sur ce type-là. Et maintenant, en application, on vous demandera de faire la même chose sur le bissap, par exemple. Arachide, bissap. Oui. Oui, ça dépendait. Le maître s'appelle M. Sec, donc bon. Arachide bissap, voilà. Oui, ben, j'accepte. Surtout quand il est frais, hein? F-A-I-R-S. Donc, vous avez, après avoir décrit la bicyclette, le bissap ou l'arachide dans une phrase succincte, vous êtes, quand vous faites, en effet, vous êtes dans ce qu'on appelle la première idée, ou le premier exemple, ou la première raison. D'accord? Ne permet-elle pas de se glisser partout? Ou bien, tout simplement, elle permet de se glisser partout. Le cycliste se faufile entre les voitures, échappe aux embouteillages et malgré sa modeste vitesse, l'emporte sur l'automobiliste. Et on peut ajouter encore d'autres choses, le temps nous est compté. Et après cela, vous êtes en outre, ou bien ensuite, c'est la même chose. En outre, ensuite, elle se gare sans difficulté, vous êtes dans la deuxième idée. C'est que vous pensez de plus par rapport à la bicyclette. Vous pouvez avoir, elle est légère, d'accord? Quand nous pédalons, ça nous permet aussi de rester en forme, etc. C'est selon un couloir, un réduit, et c'est assez. Et là, vous avez enfin, elle n'exige aucun carburant et son prix d'achat est relativement modique. Si vous regardez bien ce texte, il y a des mots liens. Il y a une ponctuation qui est variée. Et vous avez aussi l'emploi de pronoms. Et quel est le temps qui prédomine dans ce texte? Vous serez d'accord avec moi que quand vous aurez observé, vous avez le présent qui est très présent. Je vais vous permettre la répétition. Donc, ici, vous êtes dans un texte argumentatif. Comment reconnaître un texte argumentatif? Vous avez une phrase qui est étayée ou bien qui est expliquée à travers des exemples, d'accord, ou bien des raisons. Et le but, c'est pour convaincre. Un texte argumentatif, son but, c'est de convaincre. Ça, c'est un choix parmi tant d'autres. On pouvait être dans le narratif, où vous avez, pour l'organisation du texte, une situation initiale, une transformation et un dénouement. D'accord? Nous pourrons y revenir si le temps le permet. Inspecteur, juste une question. Est-ce pour le texte argumentatif, il faut impérativement des connecteurs logiques? Ou bien l'enfant peut faire appel à d'autres éléments? Il peut faire appel à d'autres éléments, mais pour convaincre, les virgules, l'emphase, je ne veux pas trop monter, c'est important. Et aussi les connecteurs logiques, notamment les conjonctions de coordination
elles sont encore très utiles. Parce que ça nous permet de mettre l'emphase sur la chose, d'insister. Parce que son but, c'est de convaincre. Ça va bâtir une argumentation. Une argumentation, voilà. Savoir convaincre. Mais pour convaincre, il faut des exemples. Il faut aussi dire quelles sont les raisons qui nous poussent à dire cela. Donc quand tu dis que j'ai le meilleur papa au monde, il s'appelle Massamba Gueye. Première phrase. En effet, à chaque fois que nous avons besoin d'argent de poche, il ne lésine pas sur les moyens. En outre, il ne passe jamais la nuit dehors s'il est au Sénégal. Et même s'il voyage, il téléphone toujours. Enfin, mon papa Massamba ne passe jamais la nuit dehors quand il est au Sénégal. Enfin, à chaque fois qu'il revient de voyage, même s'il était qu'à côté à Ouakam, il revient toujours avec le fameux Seritia. Quel beau père, d'accord? Et on peut l'appliquer aussi à autre chose. Donc je pense que pour ne pas grignoter sur l'électrotechnique ou le ministère de l'Emploi et de la Profession... Pour l'économie ou voilà. La formation professionnelle. Et pour... Mais moi j'aimerais juste saisir l'occasion quand même pour le remercier pour... ce texte qui a été proposé, parce qu'aujourd'hui, je pense que nos élèves ont des gouvernements scolaires, ils sont dans des situations où de plus en plus, ils sont obligés d'aller se défendre, d'aller expliquer ce qu'ils pensent de la prise de parole en public, mais surtout dans l'espace scolaire. L'espace scolaire aujourd'hui est révolutionnaire, ça a changé. On n'est plus dans une situation où le maître est Dieu, il sait tout, l'élève ne sait rien, il capte. On est dans une situation de négociation pédagogique. On est aussi dans les instances de représentation. Nos enfants, très tôt, doivent accéder à cela. Parce que quelqu'un qui a des arguments, il doit comprendre que les arguments, le texte, c'est comme un corps. S'il n'a pas les connecteurs logiques, c'est-à-dire en effet, en outre, les enfin, il ne peut pas plier ses idées et se déployer ses idées, c'est comme son texte, c'est comme la bicyclette qui se faufile. La bicyclette doit avoir cette mobilité-là aussi dans l'argumentation. C'est ça, je pense que nos élèves doivent le savoir et même je pense que certains hommes politiques doivent venir écouter ce que dit l'instituteur, l'inspecteur devenu instituteur, redevenu instituteur pour comprendre ce texte-là. C'est vraiment très clair et je pense qu'en CM2, jusqu'en C2, des élèves peuvent s'inspirer de ce texte-là pour dire que le coronavirus est une mauvaise maladie. En effet, elle a confiné tout le monde chez soi. En outre, on ne connaissait pas encore comment le soigner. Enfin, nous devons respecter les gestes barrières. C'est très simple. Merci beaucoup, docteur Massamba. Je pense, chers élèves, vous avez pris bonne note. Inspecteur, et pour les problèmes, peut-être la prochaine fois? La prochaine fois. D'accord, j'espère bien. Mais bon, en attendant, les enfants peuvent retrouver les énoncés sur igfm.sn ou bien sur la page Facebook de la salle des professeurs de la télévision Futur Média, Dr Massamba. Maintenant, nous allons parler portugais avec Dr Mamadou Lamine, plutôt professeur Mamadou Lamine Badji. Il est avec nous et j'ai juste envie de vous dire, professeur... Bon dia. Bon dia. Non, bon dia c'est bonjour. Bienvenido. Voilà. Voilà, je me retrouve finalement. Moi, tout ce que je sais en portugais, c'est frango sin cebola. Obrigado. Ça veut dire poulet sans oignon. C'est ce que j'ai appris au Cap-Vert. Merci beaucoup, monsieur Badji. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes professeur. Pour ne pas déroger à la règle. Oui, c'est capital. Voilà, les gestes barrières qui nous permettent de faire face et d'arrêter la propagation du virus Corona. Merci beaucoup. En tout cas, merci d'avoir répondu à l'invitation de la télévision Futur Média. En tout cas, une deuxième fois. Bienvenido. Ah, j'y arrive enfin. Ça me pose beaucoup de soucis. Merci beaucoup, Assoumène. Je remercie le professeur Massamba et j'adresse aussi mes salutations aux collègues qui sont là, à l'inspecteur vraiment qui ne cesse d'émerveiller les enfants à la maison pour ses cours. Comme Massamba l'a dit tantôt, l'expression aujourd'hui pose problème. Et le professeur, l'inspecteur l'a bien souligné, l'emploi des temps. Aujourd'hui, nous nous sommes rendus compte que c'est devenu un problème, l'emploi du temps. C'est la raison pour laquelle le cours d'aujourd'hui va porter sur l'emploi du présent du subjonctif en portugais. Donc, et je dois rappeler que le subjonctif présent a beaucoup d'emplois. Mais aujourd'hui, nous avons fait une sélection de 4 exemples
pour voir quand est-ce qu'il faut l'employer. Surtout les formes qui servent à donner son opinion par rapport à une situation quelconque. Apparemment, il pose problème à tous les niveaux. Même en français, c'est l'éternel problème. Et voilà, même en français, c'est l'éternel problème parce que, permettez-moi d'effacer, alors, les professeurs de langue utilisent le plus souvent le français pour pouvoir faire leur cours. Mais nous nous sommes rendus compte que les élèves ont des problèmes pour l'emploi des temps. Même le passé simple en français, c'est difficile, son emploi. Donc c'est la raison pour laquelle, dans un contexte de corona, nous allons essayer de voir ensemble quand est-ce qu'il s'emploie. Et avant l'emploi, on va voir sa formation en portugais. Comment est-ce qu'il se forme en portugais le plus souvent. Donc, mais en portugais, comme on le dit ou présente. Donc je vais écrire en portugais et essayer d'expliquer en français, même si mes collègues doivent me comprendre. Donc, o presente do conjonctivo, qui signifie le subjonctif présent. Alors, c'est un temps qu'il faut différencier du présent de l'indicatif. Parce que le subjonctif présent appartient au mode subjonctif. Et le plus souvent, les élèves ont des difficultés pour différencier le mode indicatif du mode subjonctif. Donc, le mode indicatif est différent du mode subjonctif dans l'emploi conjonctif, donc mode conjonctif, subjonctif. Alors, il faut rappeler, donc, é preciso saber que o modo indicativo é o modo da certeza. C'est le mode de la certitude, da realidade, donc de la réalité, hein, dos fatos reais, des faits réels, donc fatos reais. Donc, le mode indicatif é o modo dos fatos reais, o modo da certeza, donc le mode de la certitude, le mode des faits réels. Au passo que, tandis que le mode subjonctif, c'est le contraire, est au mode da incerteza. Donc c'est le mode de l'incertitude, c'est le mode dos fatos irreais, des faits irréels. Donc irreais. Pour résumer, avant qu'on ne commence la leçon, la formation. Donc il era bom insistir sobre a diferença entre o modo indicativo e o modo conjuntivo. O modo indicativo, repito, é o modo da certeza, da realidade, dos fatos reais. Et je parle sous le contrôle du professeur Massamba. Donc, le mode indicatif, pour les parents, c'est le mode des faits réels. Le mode subjonctif, c'est le mode des faits irréels, c'est le contraire. Donc, si aujourd'hui les élèves parviennent à faire cette différence, c'est un pas. Donc, alors, ceci dit, maintenant nous allons voir comment est-ce que nous formons ce temps. Alors, donc, je vais tout effacer. La formation, donc, a formação. Alors, a formação é muito simples. Donc, a formação do presente do conjuntivo forma-se a partir da primeira pessoa do presente do indicativo. C'est-à-dire, il se forme à partir de la première personne du singulier du présent de l'indicatif. Quel que soit le verbe, vous le conjuguez à la première personne du singulier du présent de l'indicatif. Je prends un exemple. Je prends le verbe, alors, ouvir, donc qui signifie écouter. Donc, ouvir, à la première personne du présent de l'indicatif, on dit eu, osu. C'est un verbe, donc cette terminaison, la terminaison IR est la terminaison des verbes du troisième groupe. Je prends le verbe lavar qui signifie laver. Donc à la première personne, on dit eu lavo. Donc c'est un verbe, terminaison, verbe du premier groupe. Et le verbe comer qui signifie manger pour les bons serrères qui aiment manger. Donc eu como, je mange. Donc, si vous regardez bien, à la première personne, les verbes sont terminés par O. Donc, pour former le présent du subjonctif, nous partons de cette personne. Qu'est-ce qu'on fait?
on supprime la terminaison O et on ajoute les terminaisons pour le premier groupe. Pour le premier groupe, les terminaisons c'est E, ES, E, EMUS, YEN. Pour le deuxième et troisième groupe, les terminaisons c'est A, AS, A, AMUS et AN. Donc c'est comme ça. Donc, é preciso formar o presente do conjuntivo a partir da primeira pessoa do singular do presente do indicativo. Primeira pessoa do singular do presente do indicativo. Depois, suprimir a terminação O e acrescentar as terminações seguintes. O primeiro grupo, as desinências estão aqui, e o terceiro e o segundo grupo, as terminações estão aqui. Donc, isso é a formação. Ça, la formation. Professeur, qu'est-ce qui caractérise les verbes du premier, du deuxième et du troisième groupe en portugais? Parce qu'en français, nous savons que les verbes du premier groupe se terminent par ER, n'est-ce pas? Oui. Et en portugais? En portugais, ce que j'ai dit tantôt, les verbes du premier groupe sont les verbes... Alors, AR, la terminaison AR est la terminaison des verbes du premier groupe. Très bien. La terminaison ER, c'est la terminaison des verbes du second groupe. La terminaison IR, c'est la terminaison des verbes du troisième groupe. Troisième groupe. Donc, si vous regardez bien, le deuxième et troisième groupe, as terminações são iguais. Donc, deuxième et troisième groupe têm as mesmas terminações. Ils ont les mêmes terminaisons. N'est-ce pas? Donc, alors, ça, é a formação. Segundo e terceiro grupo têm as mesmas terminações. Ils ont les mêmes terminaisons. Maintenant, il y a des verbes irréguliers. Il y a des verbes irréguliers. Et ces verbes irréguliers, leur irrégularité se note à partir de leur terminaison au présent de l'indicatif. Alors, si je prends le verbe ser qui signifie être, vous le conjuguez au présent de l'indicatif à la première personne, on dit eoso. Donc, vous voyez que ce n'est pas terminé par O, comme je l'ai dit tantôt. Vous prenez le verbe saber qui signifie savoir, vous le conjuguez à la première personne du singulier, on dit eosei. Donc, je sais. Donc, vous voyez que ce n'est pas terminé par O. Donc, c'est des verbes qui sont terminés et ils ne sont pas nombreux, ils ne sont que 7 verbes, donc irréguliers. Donc, ils ont leur conjugaison. Donc, le verbe ser, on dira eu seja, tu sejas, ele seja, nós sejamos e eles sejam. Donc, et autre chose, madame, c'est que en portugais, il n'y a que 5 personnes. Oui, il n'y a que 5 personnes. Donc, ce qui facilite le travail. Donc, le verbe saber, on dira saiba, donc S-A-I, excusez les vilaines écritures, saibas, saiba, saibamus, B, saibamus et saiban. Donc, c'est le vous qui n'existe pas? Voilà, le vous existe en portugais, mais il est employé en même temps dans cette personne. Donc le vous. Par exemple, je peux dire vocês saibam, et le vous se traduit par cette personne. Vocês. Mais a la même conjugaison que la troisième personne, eles, qui sont ils. Donc, troisième personne du pluriel et deuxième personne du pluriel se conjuguent de la même façon. Il existait, mais maintenant, il a cessé d'exister. Alors, donc ça, c'est la formation. Et la formation. Agora, comme j'ai l'habitude de dire à mes élèves, savoir former un temps, c'est bien, mais savoir l'employer, c'est mieux. Et aujourd'hui, c'est le problème qui se pose. Et c'est ce que nous allons voir quand est-ce qu'il faut employer le présent du subjonctif. Imprego, on dit imprego. Alors, si c'est possible, je peux l'avoir ici. Alors, et
nous avons dit que le subjonctif présent, alors, comme je l'ai dit tantôt, il s'emploie après à uma expressão impessoal. Depois de uma expressão impessoal, après une expression impersonnelle, nous employons le présent du subjonctif. E o exemplo que eu tenho aqui, e as expressões impessoais são é possível que, é importante que, etc. Todas as expressões impessoais introduzem o presente conjuntivo. Toutes les expressions impersonnelles introduisent le subjonctif présent. Exemplo. Vou dar um exemplo. É importante que nós respeitemos as medidas tomadas. Donc, il est important que nous respections les mesures prises. Donc, isso é a regra geral. Donc, ça, c'est le premier emploi. Donc, expression impersonnelle, c'est la même chose en français. Même en français, nous avons l'expression impersonnelle qui introduit le subjonctif présent. Le second emploi, c'est après un verbe d'opinion. Et c'est ça qui pose problème. Verbus de opinion. Verbe d'opinion, na forme négative. Donc, après un verbe d'opinion à la forme négative, on emploie le subjonctif présent. Après un verbe d'opinion à la forme négative. Exemple. Je dis, par exemple, não penso que a TFM possa satisfazer todo mundo. Par exemple. Alors, possa, c'est le subjonctif présent du verbe pouvoir. Je dis bien, verbe d'opinion. Un verbe d'opinion, c'est pour donner son opinion. Wax sa xalaat. Alors, quand vous avez un verbe d'opinion, même en français, à la forme négative, ça introduit le subjonctif présent. Je dis, je ne pense pas que la TFM puisse satisfaire tout le monde. Mais quand je dis, je pense que la TFM peut satisfaire tout le monde. Je pense que peut. Mais quand je mets le doute, la négation, j'introduis le mode subjonctif. Donc aujourd'hui, mes chers élèves, vous devez faire attention. En français, c'est la même chose. Le verbe d'opinion à la forme négative introduit le subjonctif présent. Et le dernier emploi, comme je suis pris par le temps, c'est après une expression d'évidence aussi à la forme négative. Expression de evidencia. Donc une expression d'évidence à la forme négative. Donc, et les expressions d'évidence, donc je n'ai pas eu le temps de donner les verbes d'opinion, parce qu'il y a le verbe penser que, trouver que, juger que, voilà, croire que, etc. Donc ce sont des verbes d'opinion. Donc ces verbes d'opinion, je le répète, si ils sont employés à la forme négative, et là, il faut qu'il y ait une négation. Donc je dis, je pense que le président a raison de prendre ces mesures. Je dis, je ne pense pas que le président ait raison de prendre ces mesures. Donc, alors, maintenant, c'est la même chose avec les expressions d'évidence. Et ces expressions d'évidence, ce sont les mêmes en français. Il est évident que, il est logique que. Hein? Donc, ces expressions d'évidence à la forme négative aussi introduisent le subjonctif présent. Je dis est évidente. Par exemple, quand je dis est évidente que o coronavirus é uma doença grave. Donc,
quand je dis ça, c'est une expression impersonnelle d'évidence à la forme affirmative. Donc ça introduit ici le présent de l'indicatif. J'ai dit, c'est vrai que le coronavirus est une maladie grave. Maintenant, quand je dis non est évidente, quand je dis ce n'est pas évident, non évidente que ou coronavirus, seja, donc j'emploie le subjonctif, uma, doença, etc. Je dis, ce n'est pas évident que le corona soit une maladie. Je dis, c'est évident que ce n'est pas évident que ce soit. Donc, le subjonctif présent, donc quand vous donnez de façon générale l'emploi avec les verbes d'opinion, les expressions d'évidence ou bien les expressions impersonnelles, il y a une chose aussi importante, c'est que il faut que le verbe de l'expression d'évidence ou bien de l'expression impersonnelle ou bien du verbe d'opinion soit au présent de l'indicatif pour pouvoir introduire le subjonctif présent. Ça peut être le futur, ça peut être le présent de l'indicatif. Donc, de façon, donc, pour résumer, et preciso, donc, é preciso ter o verbo principal, o verbo da oração principal no presente do indicativo ou no futuro do indicativo, ou bien au futur de l'indicatif. Donc, pour que l'expression impersonnelle, le verbe d'opinion, l'expression impersonnelle d'évidence puisse introduire le subjonctif dans la subordonnée, il faut impérativement que le verbe soit au présent ou au futur de l'indicatif. Sinon, vous ne pouvez pas avoir le présent du subjonctif. Ça donne un autre temps. Alors, et pour consolider cela, j'avais préparé certains exercices ici pour voir, parce que pour l'élève de terminale, c'est-à-dire, on leur demande à l'examen souvent, je dis, par exemple, à TFM, phase sensibilisações. Alors je dis, par exemple, on vous donne une phrase comme ça. On dit, par exemple, la TFM fait des sensibilisations. Maintenant, pour l'élève de terminale, on leur demande de réécrire la phrase, par exemple, en la commençant par « Não penso que a TFM » et on laisse le verbe. On demande de compléter. Alors, si l'élève ne sait pas que « não penso que » est une expression d'évidence à la forme négative, que ça doit introduire le présent du subjonctif, il risque de répéter la même chose. Donc, et c'est ce qu'on demande aux élèves. Donc, réécrire la phrase en la commençant. Donc, je dirais ici, j'emploie le subjonctif face à. Et là, vous voyez la différence entre ATFM phase et ATFM face à. Donc, voilà, en quelque sorte, de façon résumée, un peu l'emploi du présent du subjonctif. Mais il y a plusieurs emplois. Et rappelez que nous ne sommes pas dans une salle de classe, mais nous sommes là juste pour donner une idée aux élèves, parce que c'est un problème avec les élèves, l'emploi des temps. Nous le rencontrons au quotidien et je sais que l'inspecteur en sait quelque chose. Donc, je pense qu'après, ils pourront poursuivre les recherches. Effectivement. Et c'est ce que nous leur demandons. Et vraiment, je profite de l'occasion pour vous remercier encore une fois de l'invitation, parce que Massamba, c'est mon maître, et il le sait. Et il y a des choses qui ne se disent pas. Maintenant, moi, je vous remercie là. Mais tout peut se dire dans la salle des profs. Oui, mais voilà. Mais quand on a un maître, on ne peut pas tout dire. Merci beaucoup. Merci de toute façon, parce que c'est cet engagement aussi qu'on veut. C'est cet engagement de tous ces professeurs qui se battent
venir de Kounoun. Je salue tous les collègues qui sont dans les cités de Kounoun, tous les collègues qui sont là-bas et qui envoient des messages, les collègues qui sont à Tamba. Mais particulièrement, je sais le combat que vous menez pour que la langue portugaise aussi regagne son statut, parce que c'est une langue quand même qui est très prisée. Il y a beaucoup de Sénégalais au Portugal et il y a beaucoup de Sénégalais dont la langue maternelle est le portugais. Donc je pense que c'est hyper important aussi que vous soyez là et que vous portiez quand même cette cellule pédagogique-là. Merci du fond du cœur, Badji. Et bon, c'est un réel maître, c'est lui mon maître en fait. Merci. En tout cas, ça fait penser à une certaine Ana Rocha. Obrigado. De nada. Thank you very much. Ah, je suis emporté par l'anglais, c'est plus tard. L'anglais, c'est plus tard. Il est là. Ce sera demain, Inch'Allah. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Mamadou Lamine Badji. Il a assuré aujourd'hui la présentation sur une langue que nous aimons bien, le portugais. En tout cas, merci beaucoup. Maintenant, professeur Massamba, docteur Massamba, nous passons à, pas l'économie, mais plutôt à la mécanique générale. Maintenant, nous allons utiliser les mains. Mais oui. Mais pas de tactile. Et c'est les cours que j'ai oubliés, mes cours du CMT de Louga que j'ai oubliés. J'espère qu'il va me rappeler, mais avec un niveau que je n'ai jamais eu. Donc, merci du fond du cœur au ministère de l'Emploi en charge de la formation professionnelle. Merci au proviseur du lycée Limamoulaye, Mandaou Ndao. Merci du fond du cœur à vous de nous envoyer ces brillants jeunes professeurs. Le lycée Limamoulaye qui nous fournit de la bonne graine depuis le début de cette émission, la salle des profs. Mais oui, exactement. Comme j'ai l'habitude de le dire, je dis que quand vous avez des noms prédestinés comme des noms de Limamoulaye, c'est comme quand une personne porte un nom. Il y a les 7 ondes, qu'on appelle les 7 ondes qui suivent. Mais le lycée Limamoulaye, c'est une culture d'excellence. Et je pense que dans la banlieue aussi, cette compétition-là que Limamoulaye a installée a fait que des lycées comme le lycée des Parcelles, des CM comme les CM Diarka Diagne, etc., aussi ils sont tirés vers l'excellence parce que les meilleurs veulent aussi partir dans les meilleurs lycées. Voilà, rester meilleur, avoir la culture de l'excellence, c'est important pour un pays, c'est aussi important pour l'avenir de toute une nation. Maintenant, nous allons accueillir un autre professeur, il s'appelle M. Adramé Fall et il va nous parler de mécanique générale. Maintenant, nous allons utiliser les mains et c'est parti. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à l'invitation de la télévision Futur Média et de participer à cet élan de solidarité, à cet effort national afin de soutenir les enfants du pays. Coronavirus oblige. En tout cas, merci pour cette abnégation et cette disponibilité, sans oublier la générosité. Merci beaucoup. Merci Assou, merci professeur, merci inspecteur, chers collègues, chers formateurs, bonjour. Voilà, donc pour démarrer, nous allons présenter donc une situation problème. Parce qu'en fait, donc, l'objectif ici, c'est de lier entre un moteur et un récepteur, assurer donc une liaison donc, entre les deux arbres. Mais la liaison doit se faire à volonté. Liaison à volonté entre un arbre moteur et un arbre récepteur. L'arbre du moteur, donc, c'est l'arbre lié donc, au moteur qui peut être donc, un moteur thermique ou bien un moteur électrique ou bien un moteur hydraulique, etc. etc. Et maintenant, l'objectif, donc, c'est à la sortie donc, du moteur, d'accord, qu'on essaie donc d'assurer donc une liaison, d'accord, mais à volonté, d'accord, entre l'arbre de sortie donc du moteur et l'arbre d'entrée donc du récepteur. Le récepteur donc qui peut être donc une pomme, qui peut être également une boîte de vitesse, etc., etc. Bon, maintenant je vais donner donc le soin donc aux apprenants donc de nous donner donc une solution, d'accord, pour parvenir donc pour assurer plutôt donc la liaison, d'accord. Très bien, il y a Astou donc qui va nous proposer donc une solution. Donc sa solution consiste donc à placer ici un plateau sur l'arbre du moteur qu'il va assurer donc
qu'il va plutôt donc lier complètement donc avec l'arbre du moteur. Et sur le récepteur, il propose encore un autre plateau, toujours lié complètement donc à l'arbre donc du récepteur. Et maintenant, toujours donc d'après sa proposition, il assure donc la liaison donc entre les deux plateaux. Donc là, elle a plutôt donc assuré la liaison entre l'arbre du moteur et l'arbre du récepteur. Mais le problème en est que ce qu'on veut, c'est que cette liaison donc soit effectuée donc à volonté. D'accord? Donc, la solution qui consiste donc à lier les deux plateaux ne sera plus bonne. Donc, un autre donc, va nous proposer donc, une autre solution. Oui, donc il y a Ablaye donc, qui se signale. Donc, Ablaye, lui, ce qu'il nous propose... Pardon. Voilà. Ablaye, lui, donc, ce qu'il nous propose, c'est de fixer donc l'un des plateaux sur l'arbre du récepteur, plutôt sur l'arbre du moteur, excusez-moi. Et de l'autre côté, il assure une translation de l'arbre donc lié, du plateau donc plutôt donc lié à l'arbre du récepteur. Ce qui lui donne ici donc une liaison en translation. D'accord? Donc de ce fait, voici donc sa solution. Là, il effectue donc une translation donc, du plateau lié donc à l'arbre du récepteur et fixer donc le plateau de l'arbre du moteur, ce qui lui permet donc de faire glisser, d'accord, donc le plateau donc du récepteur, d'accord, sur son arbre et de fixer le plateau donc de l'arbre du moteur sur son arbre. Donc de ce fait donc en déplaçant donc l'arbre du récepteur contre l'arbre du récepteur, on assure ici donc une liaison encastrement entre les deux arbres, ce qui nous permet donc d'avoir une liaison directe entre le moteur et le récepteur. Et maintenant, il peut à volonté maintenant donc supprimer donc cette liaison en déplaçant donc l'arbre du récepteur vers la droite. D'accord? Donc là, il nous propose donc une très bonne solution. Donc il répond donc au problème qui consiste donc à lier, d'accord, complètement les deux arbres, l'un qui représente plutôt donc la sortie donc du moteur et l'autre qui représente donc l'entrée du récepteur. Est-ce que vous voyez? Donc ce système que nous avons ici, donc on l'appelle ici donc un embrayage. Différent de la solution proposée donc par Astou, d'accord, qui consiste donc à lier complètement donc les deux plateaux. Et cette autre liaison donc proposée donc par Astou donc nous donne ici un accouplement. D'ailleurs, c'est ça qui fait donc la différence entre l'accouplement et l'embrayage. L'accouplement se fait donc de façon permanente, alors que l'embrayage ici donc se fait donc à volonté. Et la solution donc elle est simple. Elle consiste juste donc à lier deux arbres mais à volonté. Et là, nous avons donc une solution simple. Et la solution consiste ici, par exemple, donc, pour l'exemple que nous avons ici, proposé donc par Ablaye, la solution consiste donc à fixer un plateau sur un arbre et de faire glisser l'autre plateau donc, sur l'autre arbre. Ce qui nous permet donc d'avoir une liaison complète, ce qui nous permet donc d'avoir donc, la transmission entre le moteur et le récepteur. Et à volonté, séparer donc ces deux arbres, d'accord, tout en mettant donc le moteur en marche et libérer donc le récepteur. Voilà donc la fonction donc de l'embrayage. C'est vu? Donc l'embrayage donc n'est rien qu'un accouplement, donc un système donc qui permet donc d'accoupler donc deux arbres, d'accord, l'un qui se trouve donc à la sortie du moteur et l'autre donc à l'entrée donc du récepteur. Et on peut à tout moment donc séparer donc à volonté cette liaison-là.
s'il vous plaît. Voilà. La notion d'arbre fait référence à quoi exactement dans Voilà, donc si on parle d'arbre, c'est vrai que là... Parce que là, je suis en train donc de parler arbre, je vois un arbre en fait. Effectivement. Là, je suis en train donc de parler donc avec mes chers techniciens. Bien sûr. Donc c'est pourquoi j'utilise donc le terme d'arbre. Mais moi, j'ai besoin d'être dans le bain, de comprendre un tout petit peu. Excellent, S'il vous excellent, plaît. excellent. Donc un arbre, c'est juste en fait donc une pièce, hein, généralement cylindrique, d'accord, placée donc à la sortie donc d'un moteur. Et aussi à l'entrée donc d'un récepteur. Bon, j'avais dit que le récepteur peut être donc soit une boîte de vitesse, ça peut être une pompe, etc., etc. D'accord? Et à l'entrée donc on trouve une pièce généralement cylindrique, d'accord, qui permet donc, qui reçoit plutôt donc dans un premier temps donc le mouvement, d'accord, d'entrée, et transmet donc ce mouvement au niveau donc du récepteur. De même qu'à la sortie donc du moteur, lorsqu'il est mis donc en marche, d'accord, à la sortie donc on voit donc une autre pièce généralement cylindrique, d'accord, qui reçoit donc le mouvement qui vient donc du moteur. Est-ce que vous voyez? Donc c'est ça qu'on appelle donc un arbre. Un arbre, c'est juste moins exclu. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Voilà. Ok. Donc nous allons voir aujourd'hui donc le système donc à embrayage. Donc la fonction, d'accord, est représentée ici donc sous forme de graphe, sous forme donc de diagramme. À l'entrée, nous avons donc un arbre débrayé. On appelle arbre débrayé donc un arbre qui tourne sans pour autant transmettre le mouvement au récepteur. D'accord? Et à la sortie, ce qu'on voit donc, c'est d'avoir donc un arbre embrayé. C'est vu? Donc, pour obtenir donc cet arbre embrayé-là, il nous faut donc un embrayage dont la fonction est de lier temporairement deux arbres. Donc c'est ce que j'avais expliqué ici donc au niveau donc, du schéma. D'accord? On peut soit lier ou séparer à volonté, d'accord, donc les deux arbres. C'est vu? Et de ce fait, toujours donc dans la fonction, donc ça permet donc de transmettre donc à volonté l'énergie mécanique entre deux arbres. Mais la commande donc ne se fait pas quand même directement à la main. Donc il nous faut donc un élément de commande à l'extérieur. Est-ce que vous voyez? Donc cet élément de commande peut être mécanique, c'est-à-dire manuel, soit avec la main ou bien avec les pieds, ou bien hydraulique, c'est-à-dire commande qui peut se faire donc à l'aide donc d'un fluide. D'accord? Ou bien pneumatique, à l'aide donc de l'air, ou bien électromagnétique. Voici donc les différentes commandes donc, utilisées donc, au niveau de l'embrayage. Bon, si on prend l'exemple donc, des véhicules, entre le moteur thermique et la boîte de vitesse, nous avons donc deux arbres qui assurent donc la transmission. Et maintenant, entre ces deux arbres-là, donc, on place un système à embrayage commandé manuellement, avec les pieds. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, c'est l'exemple donc, d'une commande mécanique. C'est vu? OK. Bon, maintenant, nous allons voir les différentes formes donc, d'embrayage. Nous avons donc, dans un premier temps, un embrayage instantané. On appelle donc un embrayage instantané si l'accouplement se fait donc de façon instantanée, de façon brusque. Mais l'inconvénient donc de ce type d'embrayage, c'est que là, ça ne peut se faire qu'à l'arrêt. On ne peut pas embrayer en marche. Donc ce ne sont pas donc ces types d'embrayage qu'on utilise donc, au niveau des véhicules. Est-ce que vous voyez? Mais ces types d'embrayage donc sont généralement utilisés donc, au niveau donc, de certaines machines que nous utilisons nous donc, en tant que techniciens. C'est vu? Donc de ce fait, ici, nous avons ici donc les deux arbres. L'arbre du moteur et là l'arbre donc du récepteur. D'accord? Donc sur l'arbre du moteur, d'accord? Là nous avons ici une petite pièce que vous voyez là, qu'on appelle donc une clavette. La clavette, d'accord, c'est juste donc une petite pièce qui permet donc d'éliminer la rotation du plateau donc
qui doit s'engager donc plutôt sur l'autre plateau. Est-ce que vous voyez? Donc, son rôle ici, donc, c'est d'éliminer la rotation du plateau et de permettre donc sa translation. Et de l'autre côté, nous avons ici donc un autre plateau donc monté fixe sur l'arbre. De ce fait, pour embrayer, il suffit juste donc de déplacer à l'aide donc d'une commande, d'accord, généralement manuelle. Il suffit juste donc de déplacer donc le plateau qui est là, d'accord, qui va s'engager donc sur l'autre. Mais comment va se faire donc l'engagement? Là, nous avons ici donc des surfaces donc ensaillées, qu'on appelle donc des tonneaux, d'accord, au niveau donc de l'un donc des plateaux, d'accord, qu'on appelle ici donc des crabeaux. Donc dans nos termes technologiques, donc on les appelle donc des crabeaux. Est-ce que vous voyez? Et au niveau donc de l'autre arbre, nous avons également donc les mêmes types donc de tonneaux. Donc de ce fait, ces deux plateaux donc vont se chevaucher. Est-ce que vous voyez? De ce fait, les tonneaux du crabeau donc, qui vient s'engager donc sur l'autre vont entrer donc dans les creux que vous voyez là, qu'on appelle dans nos termes technologiques donc des rainures. Et là, on obtient ici donc un accouplement. Mais du fait que l'accouplement donc peut être séparé à volonté, donc on l'appelle ici donc un embrayage. Donc c'est ça en fait donc un système d'embrayage. Le système d'embrayage donc c'est un système donc très simple, d'accord, qui consiste donc à réaliser donc deux pièces, soit sous forme de crabeau ou bien sous forme de disque, ce que nous avons donc au niveau des véhicules. Est-ce que vous voyez? Et le fait donc de lier, d'accord, volontairement donc soit les disques ou bien les crabos, ou bien de les séparer, nous donne ici ce qu'on appelle donc des embrayages. C'est vu? Voilà, donc si le temps nous le permet, donc on pourrait voir donc les autres types, surtout les embrayages utilisés donc au niveau donc des véhicules. D'accord? Voilà, donc pour ce type d'embrayage, là on utilise donc des disques à la place donc des crabeaux. Là c'est un embrayage monodisque, hein? Mais on peut aussi avoir donc des embrayages multidisques avec donc plusieurs disques placés donc sur l'arbre. D'accord? Mais avec les véhicules, on a donc un embrayage monodisque, muni donc de garniture. Voici donc le disque donc de l'embrayage. Sur ce disque donc on place donc une garniture qui a pour fonction d'augmenter donc l'adhérence. Là, nous sommes donc dans une position embrayée, parce que lorsqu'on accouple, on peut dire qu'on est donc dans une position embrayée. Et si le système donc est désaccouplé, donc on peut dire qu'on est donc dans une position débrayée. Est-ce que vous voyez? Et pour embrayer, il suffit juste de lier, d'accord, donc l'arbre du moteur que vous voyez là, lié directement donc au volant du moteur, et l'arbre du récepteur lié donc à la boîte de vitesse. De ce fait donc, si on les lie complètement, le moteur en tournant donc va directement transmettre le mouvement au récepteur, ce qui est donc la boîte de vitesse. Mais des fois, on a besoin donc d'enclencher une autre vitesse, d'accord, ou bien de rétrograder, hein. Pour cela donc on appuie donc sur la pédale qui va enclencher donc un mouvement au niveau donc de cette bague que vous voyez là. De cette façon donc la bague donc en se déplaçant donc en translation va exercer donc une pression sur ce ressort là donc qui est un ressort à lame, d'accord, lié donc au disque d'embrayage. Et d'ailleurs, c'est ce ressort-là donc qui crée donc l'effort presseur, hein. Est-ce que vous voyez? Donc de ce fait, en agissant donc sur le ressort, d'accord, le ressort donc va s'écarter et va libérer donc le disque. Et ce disque donc, au lieu d'assurer donc la liaison, d'accord, donc il va donc au contraire libérer donc carrément les deux arbres. De ce fait donc, il va flotter, ce qui nous donne donc une position débrayée. Voilà. Voilà, vraiment on a voulu quand même donc beaucoup développer, mais
Prochainement, Inch'Allah. Bon, là aussi, c'est d'autres types d'embrayage. Bon, il y en a plusieurs quand même. Il y en a plusieurs. Donc, il faut 4 leçons au minimum pour avoir. Voilà, c'est ça, c'est Okay. ça. Donc, c'est un cours donc, qui est très vaste. Inch'Allah. Avec plaisir. En tout cas, merci beaucoup. Ça me fera plaisir quand même. Merci beaucoup, Monsieur Fall Adramé. Il est professeur de mécanique générale. De toute façon, Docteur Massamba, avec ce cours, c'est certes bénéfique pour les apprenants, mais aussi nous serons moins robots au volant, parce que ça nous permet au moins de comprendre le système de fonctionnement d'embrayage, boîte de vitesse, entre autres. Non, moi, c'est mon futur mécanicien qui aura des problèmes, parce que quand j'aurai une voiture, à chaque fois qu'il va toucher l'embrayage, je dis non, attends, j'appelle M. Fall. Non, M. Fall, c'est juste un théoricien. Pour voir si c'est accouplement, si c'est embrayage, si c'est débrayé ou autre. Non, ce qui est bien, c'est que quand on le voit, moi, en tant que littéraire, bon, en tant que technicien raté, parce que je viens d'un CMT de Louga, et là, quand je vois, nous, quand on utilise les notions d'embrayeur dans les embrayeurs du discours, ils fonctionnent de la même manière, c'est le même principe. C'est-à-dire comment partir d'un niveau de discours à un niveau de discours sans que le discours ne tombe et qu'il soit soutenu. Sans qu'on ne sente la rupture. Voilà ce qu'on appelle les embrayeurs du discours, et ça, c'est respect à tous les techniciens. Respect. Merci beaucoup à M. Fall. Nous restons avec la formation professionnelle, cette fois-ci pour accueillir un spécialiste de l'économie, je pense bien, M. Omar Thiaw. M. Thiaw, merci beaucoup. Et aujourd'hui, exceptionnellement, c'est la formation professionnelle qui est au rendez-vous, Dr Massamba. Et exceptionnellement aussi, nous ouvrons la salle des profs. Exceptionnellement, aujourd'hui, nous recevons 4 enseignants, et c'est important, plutôt 3 enseignants et un inspecteur. C'est bon à préciser. Merci beaucoup, M. Thiaw. Merci d'avoir répondu à l'invitation de la télévision Futur Média. Plaisir pour nous. Monsieur l'inspecteur, merci, monsieur le docteur, merci Assou, chers élèves. Je suis aujourd'hui très content, ravi d'être ici, de partager avec vous ce plateau. Donc, chers élèves, nous allons aujourd'hui aborder un thème portant sur l'intégration économique. Donc, l'intégration économique, c'est le 3e chapitre de votre programme. Donc, certainement, vos professeurs ont dû étudier la balance des paiements. Ensuite, le 2e chapitre portait sur le commerce international. Et le 3e ici porte sur l'intégration économique. Alors, c'est quoi l'intégration économique? Par définition, donc, on sait que l'intégration économique, c'est l'unification des politiques économiques nationales des différentes nations, donc en vue de créer un marché commun basé sur la libre circulation des biens, des services et des capitaux. L'intégration économique, entre autres, permet d'améliorer la compétitivité des économies nationales. Elle permet encore de renforcer les relations commerciales entre les États membres. Donc, en quelque sorte, c'est ça, par définition, l'intégration économique. Il faut savoir également que l'intégration économique a 3 caractéristiques principales. Donc, ces caractéristiques essentielles de l'intégration économique, ça, c'est à maîtriser obligatoirement. Il y a 3. D'abord, c'est l'instauration du libre-échange. L'instauration du libre-échange. Alors, l'instauration du libre-échange, parce que l'intégration économique suppose la suppression totale ou partielle des barrières. Quand je dis barrières, donc vous avez étudié les mécanismes d'ajustement en parlant du protectionnisme, mécanisme d'ajustement à la balance des paiements, donc la suppression des barrières tarifaires. Donc quand on dit barrières tarifaires, c'est les droits de douane. Ou bien barrières non tarifaires, c'est des restrictions, donc le quota, le contingentement ou bien le dumping. Donc entre pays intégrés, pays membres, il y a abolition totale ou partielle de ces barrières-là. Donc il y a à l'intérieur le libre-échange entre pays membres. Deuxième caractéristique essentielle de l'intégration économique,
c'est la division du travail. Donc, quand on parle de division du travail, c'est la spécialisation des pays. Donc, on a la division du travail. Attention. Des pays membres. Donc, deuxième caractéristique essentielle de l'intégration économique, c'est la division du travail des pays membres. Donc, chaque pays doit se spécialiser dans la production où il est plus efficace. Ça peut être un bien ou bien plusieurs types de biens. Là, ça se passe à l'intérieur de l'Union. Maintenant, à l'extérieur, il y a une certaine discrimination à l'égard des pays tiers. Donc, quand on dit pays tiers, c'est les pays non membres de l'intégration économique. Donc, troisième caractéristique essentielle, c'est la discrimination. La discrimination des pays membres à l'égard des pays tiers. À l'égard des pays tiers. Donc, nous avons ces trois caractéristiques essentielles qu'il faut vraiment maîtriser. Donc, ça, c'est les caractéristiques essentielles d'une intégration économique. Alors, l'instauration du libre-échange, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de barrières, donc les barrières tarifaires ou bien les barrières non tarifaires. Entre pays, il y a une certaine spécialisation pour les pays membres. Maintenant, à l'extérieur, il y a ces pratiques-là. Donc, entre les pays membres et les pays tiers, il y a une certaine discrimination. Donc, ça, c'est les caractéristiques essentielles de l'intégration économique. Maintenant, par rapport à l'intégration économique, il y a deux modèles que les pays peuvent choisir. Donc, maintenant, à côté de ces caractéristiques, chaque modèle choisi a ses caractéristiques particulières. Maintenant, veuillons voir les modèles d'intégration économique. La discrimination, elle est positive ou elle est négative? La discrimination. Donc, la discrimination, cela empêche l'arrivée des produits au niveau de cette zone. C'est-à-dire c'est pour limiter cette concurrence. Donc, parce que l'intégration, c'est pour favoriser les économies nationales. Comme quand on prend l'UEMOA, l'UEMOA, maintenant, c'est un modèle d'intégration, c'est un exemple d'intégration en Afrique. Maintenant, quand on fait une discrimination, c'est-à-dire les pays, c'est pour favoriser les échanges entre les pays membres de l'UEMOA. Donc, cette discrimination-là, ça peut être une discrimination négative. Donc, les pays membres d'abord. Oui, les pays membres d'abord, avant maintenant de s'ouvrir vers l'extérieur. Alors, maintenant, quels sont les modèles? Il y a deux modèles d'intégration. Donc, le modèle d'intégration des marchés et le modèle d'intégration de la production. Donc, on va voir maintenant, on a deux modèles. Deux modèles d'intégration. Deux modèles d'intégration. Donc, d'abord, le modèle d'intégration des marchés. Intégration des marchés. Donc, le modèle d'intégration des marchés ici, cela vise à créer un marché commun, concurrentiel, basé sur la libre circulation des biens, des services et des capitaux. Et une intégration aboutie maintenant sera maintenant l'utilisation d'une seule monnaie et l'harmonisation des différentes politiques nationales. C'est ça l'objectif, c'est ça la finalité. Maintenant, l'intégration, ce n'est pas un résultat, c'est un processus. Ça se fait étape par étape. On ne l'est pas en un seul jour pour dire que voilà, c'est un modèle d'intégration. Donc, il y a plusieurs étapes pour l'intégration des marchés. Donc, quelles sont les étapes d'abord? Première étape d'intégration économique, c'est la zone de préférence douanière.
la zone de préférence douanière. Donc, dans cette zone de préférence douanière, les pays s'engagent à diminuer les droits de douane. Ici, les droits de douane sont abaissés. Les droits de douane sont abaissés. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, la deuxième étape d'intégration, c'est la zone de libre-échange. Donc, on va progressivement diminuer ou bien supprimer les barrières. On ne va pas dire un jour on supprime tout, mais c'est petit à petit. Donc, d'abord, la diminution, la baisse des droits de douane. Ensuite, la deuxième étape, c'est la suppression des droits de douane, qu'on appelle la zone de libre-échange. Donc la zone de libre-échange, ici, pas de droits de douane. Chers élèves, attention. Ici, j'ai dit zone. Faites la différenciation entre zone de libre-échange et accord de libre-échange. C'est deux choses, c'est des termes un peu similaires, semblables, mais il y a une différence. Cette différenciation, c'est quoi? C'est que quand on dit zone, c'est parce que les pays qui s'engagent à signer des accords sont des pays limitrophes. Mais quand on dit accord, ce n'est pas forcément que les pays sont des pays limitrophes. Ça, c'est une différenciation entre zone de libre-échange et accord de libre-échange. Tout c'est basé sur des accords que les pays doivent respecter. Et maintenant, ce terme zone-là signifie que ces pays sont des pays limitrophes. Et là, maintenant, les droits de douane sont supprimés. Les droits de douane ici sont supprimés. Donc, pas de droits de douane. Donc, nous sommes dans la deuxième étape de l'intégration économique. Retenez, à chaque fois maintenant, à partir de là, ces accords-là sont maintenus. Ces acquis sont maintenus. Quand on avance maintenant à la prochaine étape, on maintient ceci et on rajoute quelque chose. On est à la troisième étape. La troisième étape, qu'est-ce que j'ai ici, chers élèves? Les droits de douane sont supprimés. Ici, on maintient encore. Les droits de douane sont supprimés. Mais ici, donc ce n'est pas uniquement les droits de douane, mais c'est les droits de douane et les barrières non tarifaires également sont supprimés. Parce que quand on dit droits de douane, vous pensez que tout simplement c'est les droits de douane et il y en a d'autres barrières. Il y a les barrières tarifaires et les barrières non tarifaires. Ces barrières-là sont supprimées. Maintenant, la troisième étape, c'est l'union douanière. Donc, union douanière, ici, pas de droit de douane, mais les pays membres restent maîtres de leur propre politique extérieure vis-à-vis des pays tiers. Chaque pays peut définir ses propres droits de douane par rapport aux pays tiers. Supposons quand je prends l'exemple de l'UEMOA, si on est dans la deuxième étape, le Sénégal peut de manière délibérée fixer ses droits de douane avec un autre pays non membre de l'UEMOA. Maintenant, quand on est dans la troisième étape, les droits de douane sont supprimés, mais les pays s'engagent à appliquer les mêmes droits de douane, ce qu'on appelle le tarif extérieur commun. Ici, pas de droits de douane, donc les droits de douane sont supprimés. Donc, je peux dire que là, c'est la zone de libre-échange plus le TEC. TEC, c'est tarif extérieur commun. Donc, tous les pays maintenant s'engagent à appliquer les mêmes droits de douane vis-à-vis des pays tiers. Pourquoi? Parce que si chaque pays pratique ces mêmes droits de douane, un importateur ou bien un pays tiers peut passer par un pays qui pratique les droits de douane les plus faibles. Dans ce cas, ça va désavantager les pays qui appliquent les droits de douane élevés. Maintenant, pour harmoniser, développer les économies nationales, ces pays maintenant s'engagent à fixer les mêmes droits de douane. Donc, n'importe quel pays, vous payerez les mêmes taxes. Donc, nous sommes dans cette troisième étape. Ici encore, c'est uniquement les marchandises qui circulent librement, pas les personnes ni les capitaux. C'est à la quatrième étape que maintenant nous avons l'union douanière plus la libre circulation des personnes et des capitaux. Nous sommes à la quatrième étape qu'on appelle le marché
commun. Donc le marché commun, c'est l'union douanière plus libre circulation des facteurs de production. Donc facteurs de production, donc c'est le travail, L, et c'est le capital. Donc là maintenant, nous sommes à la 4e étape, l'union douanière, plus maintenant la libre circulation des personnes et des capitaux. Là maintenant, c'est une intégration commerciale. On peut passer maintenant à une intégration économique poussée. Là maintenant, il y aura une création d'une banque pour l'Union et l'utilisation d'une seule monnaie. Et là maintenant, c'est l'union économique et monétaire. Donc, union économique et monétaire. C'est la dernière étape de l'intégration économique, ce modèle par les marchés. Donc, c'est le marché commun plus une monnaie unique, l'utilisation d'une monnaie unique et l'harmonisation des politiques économiques, même politique économique. Et aujourd'hui, c'est uniquement l'Union européenne qui est à ce stade d'intégration. C'est l'intégration la plus aboutie au monde. Parce qu'on utilise, c'est le même budget, la même monnaie, et il y a libre circulation des facteurs de production. Alors, le deuxième modèle d'intégration économique, c'est le modèle d'intégration par la production. Maintenant, la production, c'est la spécialisation et la coproduction. C'est quoi la spécialisation? Alors, on dit que maintenant un pays se spécialise dans la production de biens lorsqu'il est attribué la production et l'exportation de ce bien, parce qu'il détient des avantages par rapport aux autres. Ses coûts de production sont plus faibles par rapport aux autres. On dit une spécialisation. Donc, dans ce modèle d'intégration par la production, il y en a deux. C'est la spécialisation par la production. Donc, il y a deux exemples. Donc, c'est la spécialisation et la coproduction. Donc, la spécialisation et la coproduction, on peut distinguer deux types de spécialisation. La spécialisation intersectorielle. Chers élèves, attention. Quand on dit inter, c'est différent. Intra, c'est même. Donc, quand je dis intersectoriel, cela veut dire quoi? Entre deux secteurs différents. Intrasectoriel, c'est dans le même secteur. On a les secteurs d'activité, c'est le secteur primaire, le secteur secondaire et le secteur tertiaire. Donc, quand je dis spécialisation intersectorielle, c'est-à-dire un pays se spécialise dans les produits agricoles, d'autres se spécialisent dans les produits industriels. On dit spécialisation intersectorielle. Ou bien spécialisation intrasectorielle. C'est-à-dire, au niveau du secteur agricole, il y a plusieurs spécialisations. Quand je prends l'exemple de l'Afrique de l'Ouest, le Sénégal peut se spécialiser dans la production peut-être du ciment parce que détient en matière de ressources du phosphate. Le Nigeria, il y a du pétrole. La Mauritanie, il y a du fer. Donc, peuvent se spécialiser dans la production qui demande l'utilisation de ces matières. On dit la spécialisation intrasectorielle. La coproduction. Coproduction, ensemble, les pays s'engagent à produire le même bien, selon maintenant les dotations factorielles. Une voiture, un pays peut produire par exemple les pneus, l'autre va produire, etc. Et maintenant, ensemble, les pays vont fabriquer le même bien. On dit coproduction. Donc voilà en quelque sorte les deux modèles de spécialisation. Le modèle des marchés et le modèle de la production. Merci. Alors, merci. C'est magnifique. Hein? Je dormirai moins béba, pour ne pas dire le mot. Et ça nous permet de mieux comprendre le fonctionnement de notre économie, surtout avec les pays voisins et
et les pays partenaires. Oui. Et moi, en féru de football, j'ai dit cette leçon en mémotechnique me donne un système 3-2-4. Parce que j'ai un système en 3 caractéristiques, 2 modèles et 4 étapes. Donc ça, un élève en économie, il peut... Là, votre démarche est tellement pédagogique que moi, dès que vous finissez, je mémorise le cours en système 2, 3, 4. Voilà. Donc la fiche, elle est bien claire. Non, ça vraiment, c'est ce que je dis. Moi, quand je vois machallah, des jeunes talents comme ça, des jeunes enseignants aussi engagés, mais qui sont clairs dans leur pédagogie, ben voilà quoi, on n'a qu'à les saluer, les appuyer, les encourager. Et c'est comme ça qu'on va faire avancer l'école sénégalaise. C'est pas en étant dans son coin, en disant qu'on est le meilleur, en cherchant la petite bête, en critiquant les jeunes qui viennent ici. Il faut les encourager, il faut les évaluer, il faut faire le feedback avec eux, il faut leur dire là où le bas blesse, etc. Améliorer au fur et à mesure. Voilà, commencer par leur dire qu'ils sont bons, d'abord. Et après qu'ils peuvent s'améliorer, mais là, vraiment, vous me rappelez, Madame Diagne, ma prof d'économie au CMT de Louga, et je ne sais plus où est-ce qu'elle est, mais ça donnait envie de venir suivre ce cours-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. C'est moi qui vous remercie, même si je n'ai pas vraiment terminé ce que vous voulez faire. Mais vous revenez? Parler des obstacles, parler d'exemples d'intégration, l'UEMOA. Donc il y avait plein de choses que je devais... Nous aurons l'occasion. Mais si Astouva, vous revenez, c'est elle la bosse. Tout dépend du docteur Massamba. Et revenez quand vous voulez. En tout cas, la salle des profs, elle est là, elle est ouverte. Et c'est pour le corps professoral, c'est pour les enseignants, c'est pour les apprenants. En tout cas, c'est un espace de partage, d'apprentissage, mais aussi c'est un espace où nous apprenons à nous améliorer au fur et à mesure, avec le temps, bien sûr. C'est moi qui merci vous beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Oumar Thiaw, professeur d'économie. Il a échangé avec nous autour de l'intégration économique et aujourd'hui, il nous a permis, nous d'abord et ensuite pour les apprenants, de fixer certaines connaissances. En tout cas, mille merci pour ces moments de partage, de générosité, docteur Massamba. Je pense que c'était tout pour aujourd'hui. Aujourd'hui, exceptionnellement, nous avons reçu 4 enseignants et c'était un plaisir, je peux dire, c'était un régal. Mais oui, c'était un régal, vous avez tout dit. Moi, je voudrais juste profiter de l'occasion pour saluer le gouverneur de la région de Kédougou, M. Sayer Ndao, qui nous envoie tout le temps des messages de soutien pour féliciter particulièrement le professeur de français. Il a particulièrement aimé le professeur de français qui a fait une introduction sur l'étranger de Camus. Je voudrais aussi remercier nos collègues de Louga, les instituteurs de Louga, Abdelkhad Ghazal et tous les autres qui ont mis en place une émission radiophonique en accord avec l'IA et l'IF, avec une station FM que dirige Amadien, un de mes camarades de classe. Merci à tous les enseignants du Sénégal qui aujourd'hui sont en train de se mobiliser. Merci à tous mes collègues qui sont là. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour ce pays, mais ce pays fait trop, beaucoup pour moi. Je suis fier d'être sénégalais et sénégalais. Merci beaucoup Sénégal ci kanam yéen tamit xale yi ci kanam yéen ñu fi tax a toog en tout cas mille merci pour la patience encore restez avec nous chers apprenants. C'est une façon aussi pour vous, pour nous de soutenir les parents car c'est important comme je le disais au début de l'émission. S'il vous plaît, faisons de notre mieux pour que les efforts de nos parents ne soient pas vains car ils font d'énormes sacrifices pour nous. Très bon courage à tous. Aujourd'hui j'ai mea culpa, j'ai oublié mon livre L'étranger. Non, vous ne l'avez pas oublié, je l'ai volé. Ah, ok. Parce que j'ai une proposition à faire à nos enfants. Nous vous avons présenté des livres physiques. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un livre numérique pour que vous alliez lire L'étranger de Camus sur votre tablette. Parce que les tablettes, il n'y a pas que Facebook et Instagram ou TikTok. On peut aussi lire des livres. J'ai volé votre livre pour ça. Je pense que aussi l'UNESCO a ouvert une page entière pour que les apprenants puissent retrouver tous ces livres-là. Mais oui, toutes les ressources, on a plus de millions et